Merci beaucoup, merci pour la présentation et surtout pour l'accueil. On a fait le voyage avec Sylvie aujourd'hui, depuis notre canton de Fribourg, pour vous parler de La Ferme, lexique imagé du monde paysan. On a choisi un titre un peu provocateur quand on a produit ce livre, mais on ne va pas la fermer tout de suite. Ça va falloir attendre un petit moment. La question qui va nous occuper ce soir, c'est de savoir est-ce que le livre, c'est un produit local? Ça peut être un produit local. Est-ce qu'on peut faire du local? Est-ce que c'est trop fort ou bien? J'entends que ça résonne beaucoup. Hein? C'est là-bas, ok. Est-ce qu'on peut faire avec un livre un produit local comme on le fait en agriculture? Ce petit moment qu'on va passer ensemble va être composé de 4 parties. D'abord, je vous présenterai notre maison d'édition, les éditions du Bois Carré. Ensuite, on va parler un petit peu du produit, la fabrication d'un livre. En le faisant de manière locale, on découvre en fait comment ça se fait, comment on fabrique un livre. Et c'est vraiment passionnant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'assister à la naissance, à la production d'un livre. Je vous montrerai quelques étapes ce soir. Ensuite, je vous présenterai brièvement Sylvie Bonvin-Sansonens. Elle vient d'être présentée en détail. Je vous parlerai peut-être de 2-3 petits éléments complémentaires. Et ensuite, Sylvie nous fera quelques lectures de son livre, quelques chroniques qu'elle aura sélectionnées. Voilà, les éditions du Bois Carré. Cette petite maison d'édition fribourgeoise, on l'a créée en 2016. Au moment où on a publié Les secrets du druide de Claude Rogen. Claude Rogen, c'est mon beau-père. Il est herboriste droguiste. Et depuis toujours, aujourd'hui, il est de 1940, il a 83 ans. Il a emmené des gens dans la nature pour raconter les plantes médicinales, comment les utiliser, mais aussi plein de petites histoires, de jolies histoires mythologiques, comment reconnaître ces plantes, etc. Et puis quand je suis arrivée dans cette famille, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai entendu Claude raconter ces histoires avec l'œil qui pétille. C'est un vrai conteur. Et puis comme je suis journaliste, j'ai tout de suite eu une petite idée. Je me suis dit, il faut qu'on mette ça sur le papier, qu'on garde toutes ces connaissances, ce savoir et surtout cette façon de raconter. Et ça a pris un peu de temps pour que l'idée fasse son chemin dans la famille. Et en 2016, on a publié Les secrets du druide, le tome 1, Voyage dans l'herbier médicinal de Claude Rogen, avec, je ne sais pas si certains d'entre vous ont reconnu, la patte du grand maître de l'imaginaire, qui a été primé cette semaine par l'Office fédéral de la culture, par le Grand Prix du Design 2023, Étienne Delessert. On a eu la chance pour cette première publication de pouvoir travailler avec lui. C'est un ami de longue date. On lui a proposé le projet, puis il a tout de suite été séduit. Et pour nous, ça a été vraiment le début d'une super aventure. Ce livre a tout de suite connu un grand succès. On l'a vendu à ce jour à plus de 13 000 exemplaires. Donc notre petite maison d'édition qui démarrait a tout de suite eu cette envergure qui lui a permis après de faire d'autres projets. Parce qu'on fait ça, vous l'avez très bien dit, moi j'ai d'autres casquettes. On a cette maison d'édition, c'est un peu par passion, c'est une activité annexe, mais qui nous permet de vivre comme ça des moments de partage, vraiment une belle aventure. Notre fonds de commerce, c'est vraiment la nature. On a des livres... il y a eu un deuxième tome des secrets du druide, on a aussi une collection jeunesse. Et puis... Voilà, je vais passer au slide suivant. On va voir cette collection jeunesse. Grâce au succès des secrets du druide, on a pu créer cette collection jeunesse illustrée. On a aujourd'hui 6 tomes, chacun dédié à une plante. Et puis dans chacun de ces tomes, il y a une histoire autour de la plante, de la botanique, comment reconnaître cette plante de manière très facile pour des enfants accompagnés dès 6 ans, on arrive à reconnaître la plante et ensuite on propose une petite expérience à faire avec cette dernière. Ce découpage en 3 volets vient de la tradition celte. Quand on transmettait le savoir de manière orale, d'abord on racontait une histoire, ensuite on observait la chose, on la décrivait pour la mémoriser, et puis ensuite, pour vraiment bien ancrer ce savoir, pour pouvoir le repartager après, on faisait une expérience, on vivait quelque chose avec la matière qu'on voulait transmettre. C'est ce qu'on a reproduit vraiment dans cette collection. On fait des ateliers avec les enfants, avec les adultes,
Je suis accompagnatrice en montagne, ça veut dire que je prends des gens avec moi et puis on va dans la nature et puis tout ce qu'on peut voir, on essaye d'expliquer, de reconnaître les plantes, de reconnaître les animaux, la formation du paysage. C'est vraiment le rôle d'accompagnateur. Et puis on fait la même chose aussi avec les ateliers du Petit Druide au travers de ces livres pédagogiques. Et cette maison d'édition, elle est toute petite, mais on est une grande famille. Et au fil des rencontres, on a des projets qui naissent. Et c'est ce qui s'est passé avec Sylvie. Un soir de novembre, on était dans une soirée de remerciement d'un festival. On avait travaillé comme bénévole. Et puis elle me parle, on se connaissait déjà, hein, elle me parle de ses chroniques qu'elle avait publiées à l'époque dans Terre et Nature. Et elle me dit, mais on pourrait en faire un livre. Et puis le projet est parti. Un produit local, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez chacun réfléchir à comment vous définiriez un produit local. Il n'y a pas aujourd'hui de définition qui est largement acceptée. C'est vraiment quelque chose que chacun a comme sensibilité. Ce qu'on peut dire, c'est que les étapes de la production doivent avoir lieu dans une zone géographique plutôt restreinte. Là, j'ai marqué considéré comme raisonnable par le consommateur. C'est vraiment le consommateur qui va dire, ah ben tiens, pour moi, ça, c'est un produit local. Je suis en France, le produit local, ça va pas être le même qu'en Suisse. En Suisse, on a notre pays qui fait 350 km de long. Pour nous, si on dépasse ces 350 km, on sort du pays, on n'a plus l'impression que c'est un produit local. En France, c'est quoi, 1000 km du nord au sud? La notion de local, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus étendue. Quand on parle de produit local, il y a toujours aussi une notion derrière de qualité. On fait les choses avec soin, avec savoir-faire, de durabilité et aussi de transparence. Comment on fait les choses? Donc c'est là qu'on voit que la notion de produit local est vraiment quelque chose à géométrie variable. Ça dépend de chacun d'entre nous. Je voulais vous montrer ici le modèle agricole du manger local, qui illustre bien justement ces notions. Quand on a un produit, on mange local, on pense au terroir, c'est quelque chose d'authentique, à l'artisanat, à du savoir-faire. Je ne sais pas si je dois me déplacer, parce que j'ai pas mal de résonance, d'écho. Ouais. Je me déplace peut-être un petit peu ici, je ne sais pas. Voilà. Vous me dites, hein, mais c'est vrai que ça résonne pas mal dans mes oreilles. Alors, je vais chuchoter. Ah, c'est peut-être ça, en fait. Est-ce qu'ils sont encore allumés? Oui, ils sont encore allumés. Celui-là, il est vert. Je sais pas. Alors, j'essaie de parler un peu moins fort pour ne pas réveiller les abeilles au plafond. Alors, oui, le manger local, il y a ce savoir-faire, aussi ce côté métier. On a aussi souvent, dans l'idée que le manger local, le produit va être bio, qu'il est frais, de saison. On l'a parlé tout à l'heure aussi, le circuit court, c'est-à-dire qu'il y a un minimum d'intervenants entre le producteur et le consommateur final. Et puis, bien sûr, cette question de qualité. On veut un produit local, c'est quelque chose qui est de qualité. Alors, quand on a fait ce livre, on voulait en faire un produit local ou régional. La notion, elle est assez subtile entre les deux termes. Et on a réussi à faire un livre dans un rayon de 50 km. Pourquoi c'est remarquable? Parce que dans votre bibliothèque, il y a très peu de livres, voire quasiment aucun, qui sont produits dans un rayon de 50 km. La majorité des livres qu'on a en librairie aujourd'hui, ils sont imprimés en Chine ou dans les pays de l'Est, ou si c'est un peu plus proche, ce sera en Italie, une partie en France, mais très très peu sont imprimés et reliés en Suisse. Donc, relever ce défi, ça implique... je vous explique après ce que ça implique. Coton, c'est là où j'habite. J'avais mon bureau à l'époque où on a fait ce livre. Et puis, on a vraiment respecté ces 50 km avec les différents acteurs qui sont intervenus. Ça veut dire que Sylvie a écrit les textes.
Ils ont été publiés dans Terra Nature en 2010 et 2012. Il a fallu les remettre au goût du jour, remettre à jour les informations pour que le livre soit d'actualité une dizaine d'années après. Après, on a une personne qui fait ce travail de relecture, d'édition, ça s'appelle l'édition. Ensuite, on a quelqu'un qui va corriger les textes, la correction. Ça s'est passé à Fribourg. Après, on a travaillé avec une illustratrice. Donc, il faut produire les dessins et ensuite les scanner. C'est une entreprise qui s'appelle Diaprint, qui est à Matran. On continue, on va faire l'introduction, écrire l'introduction. On a une préface qui est signée par l'humoriste Simon Roman. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a fait le spectacle Poussette, Charrette, et puis maintenant Poussette. Et il est fils de paysan, comme Sylvie, et il a fait une très jolie introduction. Puis ensuite, on va passer à l'étape de fabrication. On va transmettre les fichiers à l'imprimerie, MEDIAF à Fribourg. Ils vont imprimer les grandes feuilles. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Et puis, ces feuilles vont être transférées chez le relieur, depuis Bulle jusqu'à Schmitten. Le relieur a une machine incroyable qui s'appelle la route du livre. C'est une sorte de machine automatisée il y a des étapes avant, mais qui met en forme le livre, qui le permet de le relier. Et puis ensuite, pendant ce temps, il y a la couverture qui était se promener à Bienne, parce qu'il faut la laquer, il faut lui faire un traitement spécial de protection. Elle revient à Schmitten, et puis là, on finit le montage du livre. Ensuite, on va recevoir les livres à notre stock, à Don Didier. Et c'est le CIS, le Centre d'intégration socio-professionnelle à Fribourg, qui va faire la distribution. On a un modèle de distribution qui est très particulier parce que quand on a lancé notre maison d'édition en 2016, on a contacté les grands distributeurs, l'Office du livre, enfin compagnie, et puis comme on était des inconnus qui débutaient, ils nous ont complètement snobés. Alors on a mis en place notre propre système de distribution. Quand on en a vendu 5000 en 6 mois, ils nous ont retéléphoné. Mais c'était un petit peu trop tard. Et on a mis en place notre propre système de distribution avec le CIS, qui est une institution qui encadre des personnes en intégration. Donc ça a aussi beaucoup de sens pour nous. Donc voilà, on a fait ce livre dans un rayon de 50 km. On a essayé de faire aussi un livre objet, c'est-à-dire quelque chose qui est entre les mains. C'est pas un simple livre, je ne sais pas comment dire. C'est un vrai objet avec une reliure à la bodonienne. Ça veut dire que c'est une reliure ancienne. On a des cartons. Vous verrez le livre tout à l'heure. Des cartons sur la couverture, et puis les pages sont pas à l'intérieur, coupées plus courtes. Elles sont vraiment nettes. C'est vraiment l'origine de la reliure. Les premiers livres étaient reliés de cette manière, à la bodonienne. Du papier recyclé, forcément. Les illustrations d'Émilie, dont vous voyez un petit aperçu à côté avec... comment ça s'appelle la chronique, Sylvie, tu te rappelles, où il y a le carrousel avec le tracteur? Je me souviens plus. Non, je me rappelle. Je me souviens plus. Et ce livre est vraiment à contre-courant de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les livres pour justement en faire quelque chose de personnalisé, d'attractif. Puis bien sûr en cohérence avec la philosophie de Sylvie. Donc voilà. Là, je vous montre un petit peu les étapes. Quand on fait un produit local, on peut aller sur place au bon à tirer en machine. C'est la photo en haut à droite. Et puis on va contrôler les couleurs, la mise en place, faire les derniers petits réglages pour que l'impression soit tip-top comme on l'entend, avec notre couleur jaune. Et puis ensuite, on arrive justement chez Schumacher, à Schmitten, où il y a cette fameuse route du livre, où les pages vont être assemblées et puis donner le livre. C'est là où je voulais vous montrer un petit peu aussi différents objets. Je les déposerai sur la table tout à l'heure. Différentes étapes de la fabrication d'un livre. La première chose qu'on fait, c'est qu'on décide combien de pages va avoir ce livre, quelle taille, quel papier. On donne ces informations à l'imprimeur et il nous envoie cet objet qui s'appelle une poupée. Et la poupée, en fait, c'est un modèle de base
un livre qui n'est pas encore imprimé, mais qui nous donne vraiment l'allure, la tenue qu'aura notre livre. Ensuite, on va comme je vous ai dit, chez l'imprimeur, et lui, il imprime des grandes feuilles, on les voit là, hein, la feuille de couverture. Il imprime des textes sur des grandes pages comme ça, qui sont pré-découpés, et puis qui vont former des feuillets. Plusieurs feuillets qui vont donner le livre comme ça, qui est vraiment plusieurs feuillets. L'imprimeur, il a une petite astuce, il met des petits traits noirs derrière, comme ça, qui permettent de voir si tous les feuillets sont bien ici, bien arrivés. Ça passe dans une machine qui fait des trous, qui perce, ça permet d'enlever l'air, mais surtout aussi, ça permet après de passer le fil. On a une première partie comme ça, qui est reliée. Ça, on est déjà, bien sûr, chez Schumacher, chez le relieur. Donc là, on a le corps de notre livre. Et l'étape suivante, c'est qu'on va mettre les pages de garde. On va insérer les pages de garde et puis mettre un gros scotch en toile derrière. Et on voit que, bien sûr, les pages ne sont pas encore coupées, hein. Il a un format plus grand que le format final. Donc là, on a notre livre avec les 2 pages de garde. Il reste à mettre la couverture. Et la couverture, elle est collée sur des cartons comme ça. Ça, c'est pour tous les livres. Même là, on a une couverture à la bodonienne, où on va voir le carton brut, mais même les autres livres où la page, elle passe par-dessus, elle est collée à l'intérieur, c'est la même manière. Donc, on a 3 parties, hein. Et puis, le livre vient emboîté, l'emboîtage, ça s'appelle, ouais. Il vient être emboîté à l'intérieur et collé. Donc là, on a le premier découpage, mais on voit ici que ça dépasse encore. On a encore une machine après, vous voyez peut-être pas, mais vous verrez tout à l'heure, qui va venir couper les pages pour que ça fasse quelque chose de fini et de très propre. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on peut voir justement quand on fait une production locale, assister à tous ces moments qui sont très forts. Donc oui, on peut faire du local en matière d'édition comme en agriculture. Ça a un coût. C'est vraiment le point principal. C'est qu'au niveau du prix de production, on est à 50% en moyenne. Hein, ça dépend après le produit qu'on fait. Seulement la production, hein, pas le prix du livre. 50% du prix de production, plus ou moins, plus élevé que si on va imprimer en Italie. On ne parle pas de la Chine, hein. Mais c'est vrai que la différence, elle est très élevée. Nous, on a fait le choix d'aller chercher des sponsors pour couvrir cette différence, pour que le prix après en librairie, notre livre, il est à 32 francs, pour qu'on puisse vendre ce livre à un prix raisonnable. Et ça, c'est le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est négatif ou difficile, c'est qu'il faut chercher le savoir-faire et avoir les ressources. Et en Suisse, aujourd'hui, il n'y a plus que 2 relieurs, dont un qui est en train de disparaître. Et puis au niveau des imprimeries, je pense que vous avez entendu le nombre d'imprimeries qui disparaît. Donc c'est un savoir-faire qui est né, qui a vu le jour en Suisse, dans le canton de Fribourg, avec tous les religieux, les couvents, etc. C'est une tradition qui est en train de complètement disparaître. Il y a plein de choses positives. Si on fait le produit local, c'est la même chose que de manger du local. On a le respect des valeurs, on peut maîtriser la qualité, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de l'impression, de la reliure. C'est un argument de vente, c'est un produit local. Et puis c'est surtout une grande aventure humaine, des moments qu'on peut partager. Sylvie, c'est le moment de te présenter. Sylvie Bonvin-Sansonnance, l'auteur de ces chroniques. Je ne vais pas trop répéter les mêmes éléments qui ont déjà été annoncés. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Sylvie a été aussi bergère d'alpage dans la vallée de Joux. Elle a repris l'exploitation de son grand-père. Elle a formé des apprentis aussi, agriculteurs, agricultrices. Je ne sais pas si tu as eu des filles. Oui, j'ai eu des filles, oui. Aussi. Ouais. Première femme du canton de Fribourg à décrocher la maîtrise fédérale agricole. Et puis entrepreneuse. Moi, je l'ai connue aussi comme paysanne qui vendait ses légumes au marché hebdomadaire à Estavayer-Lac. Puis sa carrière politique. D'abord députée au Grand Conseil, première citoyenne du canton de Fribourg en 2020 et l'année d'après élue au Conseil d'État fribourgeois. Elle a débuté sa carrière comme journaliste au Républicain, un petit journal local. Moi, je bossais
Au journal d'Estavayer, j'étais à la concurrence à l'époque. Après à RTN, et puis des chroniques pour Terre et Nature. Elle a eu déjà un premier livre qui a été publié, Chronique d'une paysanne, aussi tiré des chroniques qu'elle a faites chez Terre et Nature, puis c'est les éditions Terre et Nature qui l'ont publié en 2013. C'est une femme de tête, aux 2 pieds bien sur terre, une femme dans un milieu d'hommes. Et vous verrez, elle manie la pirouette en virtuose. Vous savez ce que c'est la pirouette en agriculture? C'est une machine qui permet de retourner l'herbage, le foin, pour le faire sécher, pirouetter comme ça. Donc elle manie la pirouette en virtuose, aussi bien dans les chants que dans ses textes. C'est une formule empruntée à Annick Monod qui a écrit l'introduction. Alors, ce livre présente un métier qui est décrypté avec beaucoup d'humour. Il y a une centaine de chroniques qui sont réparties en 6 chapitres. Les outils, les animaux, les expressions, l'administration, les travaux, les gens. Il a l'aspect d'un dictionnaire. On voit un extrait à droite. On voit il y a clipage, il y a une définition, comment on utilise ce mot, et puis ensuite le texte, la chronique, avec un aspect pédagogique, c'est-à-dire que peut-être ce soir vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre ce que c'est une G2, que vous avez vu, vous en voyez toutes les semaines, mais vous ne savez pas ce que c'est une G2. Ou alors, qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai mélangé mes petites feuilles, voilà. Le clipage, vous l'avez à droite, c'est l'art de préparer les vaches pour les concours. Enfin voilà. Il y a beaucoup d'humour et de légèreté dans ce livre. C'est des petites chroniques qui sont très agréables à lire, avec des illustrations qui sont faussement naïves, des milliers. Elles apportent vraiment une petite touche parfois ironique, parfois décapante. Et le reste, je vous ai déjà parlé de la préface et puis de l'introduction d'Annick Monod. Voilà, je vais te passer la parole pour les lectures. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette présentation. Merci de votre accueil ici. Cathy m'a dit, tu seras devant un public genevois et il faudra que tu choisisses des chroniques à lire. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de votre connaissance en matière agricole. Je ne sais pas si vous-même vous êtes issu du milieu agricole, mais néanmoins, je pense qu'on apprend toujours quelque chose tout le temps. Je vais peut-être commencer par vous expliquer ce qu'est une pirouette, puisque Cathy l'a cité. Il faut savoir que 8 citadins sur 10 confondent l'endeineur avec la pirouette. On constate pourtant un net antagonisme entre ces 2 machines de fenaison. L'une s'évertue à tout bien ranger dans les prés, l'autre jette l'herbe en vrac n'importe où. L'une crée de belles lignes droites, l'autre met tout en chenille. C'est pourquoi on ne les emploie jamais en même temps sur une parcelle, il pourrait y avoir une bagarre. Pendant les foins, le mot pirouette figure parmi les 10 termes les plus utilisés par les agriculteurs dans leur conversation quotidienne. Pourtant, aucun dictionnaire sérieux n'en donne la définition adéquate. Ont-ils l'air d'artistes de cirque, de danseurs de ballet ou de patineurs artistiques? Bien sûr que non. Chez messieurs Larousse et Robert, la pirouette est un demi-tour ou un tour entier effectué sur la pointe des pieds. À la ferme, la pirouette fait 200 tours à la minute sur la pointe des dents. Trop forte, la pirouette. Le terme français officiel pour désigner la pirouette est faneur ou faneuse, selon que vous ayez adopté un mâle ou une femelle dans votre exploitation. Cette machine agricole se compose de rotors, de bras radiaux, de fourches flexibles. Entraînées par la prise de force d'un tracteur, ces pièces s'unissent en un mécanisme appelé toupie pour soulever l'herbe puis l'étaler délicatement dans le pré. Cette performance artistique a pour but de sécher le fourrage le plus rapidement possible. Alors reprenons la mission foin depuis le début. Premier conseil d'amis, il n'est pas recommandé de changer l'ordre des 4 opérations suivantes. Primo, la faucheuse coupe l'herbe. Deuxio, la pirouette la secoue et l'étale au soleil. Tertio, l'endeineur la rassemble en longs boudins appelés andins. Enfin, quarto, lorsque l'herbe est devenue du foin, l'autochargeuse le ramasse et le ramène en vrac à la ferme. Une version plus sophistiquée du même scénario met en scène des presses mangeuses d'andins et qui, après une courte digestion, évacuent derrière elles des balles de foin rondes ou carrées.
Entre ces étapes, l'agriculteur scrute le ciel avec angoisse. Dans sa bouche, il tient prête une ribambelle de gros mots à exprimer en cas de pluie inattendue. Les marques de pirouettes sont nombreuses, souvent à consonance allemande. On trouve des pirouettes Kuhn, Krone, Fahr, Pöttinger. Hélas, contrairement à ce qu'espèrent nombre de filles et fils de paysans, la pirouette de marque Cacahuète n'existe pas encore, sauf peut-être dans une chanson. Et puis la G2. La G2. Qui sait ce qu'est une G2 ? Alors, la G2, vous en avez tous vu dans les marchés si vous fréquentez les marchés. Les producteurs de fruits et légumes adoptent entre eux un langage codé, incompréhensible du grand public. Ainsi, leur plus précieuse collaboratrice se nomme G2. Quoi ? Tout d'abord, sachez que la G2 n'a rien à voir avec le G8 ou le G20, forum des pays les plus prospères de la planète. Jamais elle n'a eu l'intention de bouleverser les forces commerciales et politiques internationales. Jamais, quand elle se réunit avec ses semblables, elle ne provoque d'émeutes altermondialistes lourdement réprimées par la police. Non, la G2 a su rester simple et discrète, laissant toute la gloire à son contenu. Car la G2, mesdames et messieurs, c'est une caisse. Sa vie entière est vouée au transport des fruits et des légumes. Vous l'avez forcément déjà vu. Elle est rectangulaire, en plastique, mais surtout elle est verte. Et c'est sans doute là la raison de son charmant surnom de caisse verte. Quand on la fréquente un peu, on constate que ses journées ne sont pas de tout repos. Elle passe des serres surchauffées aux chambres froides, des champs boueux au fond glissant, des camionnettes de livraison. Heureusement, la brave G2 n'est pas seule pour exécuter tout le travail. Elle peut compter sur 3 sœurs de gabarits différents. La plus grande s'appelle la G1. Elle a le volume d'une caisse à pommes. La G1 équivaut en taille à 2 G2, ou 3 G3, ou 4 G4. D'où ces chiffres. Rien de confirmé en revanche pour l'initiale G. Les Alémaniques feraient-ils ainsi allusion au Gemüse, soit le légume, dans leur langue? Je pense qu'ils en seraient capables. Empilables dans les deux sens, échangeables, modulables et lavables, ces caisses sont vraiment, et c'est pour la rime, formidables. Avec leurs 4 poignées solides, leurs porte-étiquettes et leurs crans emboîtables, elles sont tout simplement géniales. Et ben voilà, c'est ça la véritable explication de la lettre G, génial. Comme ce système de caisse donnait entière satisfaction, eh bien on s'est empressé de le changer. Presque partout, elles ont un jour été remplacées par de nouvelles caisses, vertes également, aussi empilables, mais surtout pliables. Ainsi prennent-elles moins de place. On peut en bourrer des camions entiers sans perte de volume pour les emmener au lavage à l'autre bout du continent. Seul inconvénient, elles se déboîtent sans prévenir. Et il n'est pas rare de retrouver pommes de terre, pruneaux ou salades d'un coup par terre. Ce qui vaut parfois d'entendre chez les maraîchers une exclamation qui commence par M. Alors maintenant, on va attaquer les choses un peu plus sérieuses. Cette chronique-là s'adresse aux dames de la salle, qui seront toutes oui. Messieurs, je vous prie de vous boucher les oreilles. Ça s'appelle l'étalon. Évidemment, tout le monde sait ce qu'est un étalon. Bien sûr. Dans une ferme, l'étalon appartient à la fameuse clique des mâles en tout genre. Taureau, bouc, bélier, verra, jarre, coq. En un mot, tous ceux dont la vie est guidée par la seule testostérone. Alors comment on reconnaît ces mâles dans une ferme? La nature, pour une raison tout à fait discutable, les a favorisés en les dotant de plus de prestance, plus de muscles, plus de couleurs. Ils sont devenus les rois de la frime. Ils roulent des mécaniques devant leur public énamouré, expriment bruyamment leur présence, gonflent leurs plumes, dressent l'encolure, grattent le sol ou soufflent profondément des naseaux. Plusieurs fois par jour, ils piquent des colères monumentales et se battent comme des chiffonniers contre les autres mâles de leur espèce. Ils prennent très à cœur leur mission de surveillance du harem. Nerveux au moindre bruit, ils empêchent quiconque d'approcher et persécutent celles qui montreraient un peu d'indépendance. Cela étant, on ne peut pas dire qu'ils se tuent au boulot. Ils mangent, ils dorment, ils se baladent un peu dans les parcs, et puisqu'il le faut bien, ils contentent les envies de maternité de leur fan club féminin. Quelle que soit leur taille, il faut s'en méfier. Chacun a développé une technique pour vous faire du mal. Chez les talons, les 2 bouts sont dangereux.
Il vous tuera sans peine à coups de dents ou de sabots. Le taureau vous étouffera contre le mur de l'écurie. Le verra vous renversera comme une quille et vous piétinera gaiement. Les autres vous auront à l'usure, soit par leur odeur intolérable, soit par leurs cris irritants. Parce qu'un mâle reproducteur est peu fréquentable, l'éleveur essaie depuis toujours de s'en passer. Il a inventé les stations d'étalons, l'insémination artificielle, le sexage des œufs et des embryons, moyen essentiel pour éviter la garde de ces insupportables crâneurs. L'éleveur a aussi imaginé les hongres, les bœufs, les chapons, sortes de demi-mâles au caractère moins ombrageux, à la viande plus tendre, mais aux capacités très limitées, pour augmenter le cheptel de l'exploitation. Parmi les représentants masculins du milieu agricole, un seul fait exception à la liste d'inconvénients cités plus haut, il s'appelle l'agriculteur, qui, comme chacun le sait, est le mâle de l'agricultrice. Et celui-ci n'est ni un frimeur, ni un flemmard, ni un méchant. Évidemment, sinon, comme les autres, on ne pourrait plus les garder dans les fermes. Je dois vous dire que quand j'ai fait ma formation agricole, j'avais déjà 30 ans. Et dans ma volée à l'école d'agriculture de Grangeneuve, il y avait 2 fois 20 élèves, donc une volée de 40 élèves, et j'étais la seule représentante du sexe féminin. Et pendant très longtemps, quand j'ai repris la ferme, la coopérative envoyait les factures, les papiers, les informations au nom de mon mari, alors qu'il n'avait absolument rien à voir avec l'exploitation puisqu'il travaillait à l'extérieur. Et un jour, je suis allée au bureau de la coopérative, puis je leur ai dit « Mais vous ne pouvez pas envoyer le courrier à mon nom, c'est moi la chef d'exploitation. » Et le monsieur m'a regardé, il a dit « Pourquoi je vous enverrai à vous ?» Je lui ai dit « Mais parce que je suis la chef d'exploitation. Est-ce que aux chefs d'exploitation hommes, vous envoyez à leurs femmes ?» Et puis là, il a compris. Et depuis, et encore jusqu'à il y a 2 ans avant que je quitte l'exploitation agricole pour faire de la politique, je recevais effectivement les documents à mon nom, mais c'était marqué « Monsieur Sylvie Bonvin ». Donc, il n'a pas été jusqu'au bout de l'effort. Parfois, au Terre et Nature, on me donnait des thèmes. En général, j'étais libre de choisir le thème que je voulais, mais parfois, on me donnait des thèmes. Pendant un été, chaque numéro du Terre et Nature était consacré à un canton roman. Et je devais choisir un mot typique de ce canton. Je ne sais pas si vous êtes tous des Genevois pure souche ou si vous avez d'origine d'autres cantons, mais par exemple, pour Neuchâtel, j'avais choisi Caffignon. Pour le Jura, c'était Striflat. Vous connaissez les Striflat? Oui, bien sûr. Et pour Genève, ça a été compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de vocabulaire agricole qui est connu. Et j'ai trouvé un mot, je ne sais pas s'il est toujours utilisé à Genève, ça s'appelle le patrigot. Ça fait partie du patois genevois. Alors je vais apprendre quelque chose à des Genevois, c'est chouette. Les 4 éléments universels sont l'eau, l'air, la terre et le feu. Puisqu'il est le roi du monde, l'agriculteur en a développé un 5e qui combine habilement l'eau et la terre. C'est collant, glissant et salissant, ça a permis aux descendants de l'inventeur des bottes en caoutchouc d'hériter d'une entreprise florissante. Cela s'appelle la boue, en français du dictionnaire. Dans nos campagnes peu civilisées, on gadrouille dans la diaphe, la papette, la pacotte, la papoche ou la boudjac. Des mots qui fleurent bon la vase gluante. Des mots qui aspirent les souliers comme des ventouses, puis les relâchent en faisant plotch. Mais parmi eux, il y a un intrus. Selon le lexique officiel du parler genevois, en effet, les paysans du bout du Léman disent le patrigot. N'est-ce pas une appellation délicate pour une matière qui l'est si peu? À croire que les agriculteurs genevois n'ont pas la vraie papoche, comme chez nous, ou que leur boue est peut-être même moins sale que la nôtre. Le patrigot sent la cour de ferme goudronnée, les chemins bétonnés, les douches quotidiennes aux pneus de tracteur et les abords des fontaines bien pavées. Du patrigot, chez moi, vous n'y pensez pas, chère madame. Mon bon Gustave, prenez la pelle et le balai et allez me nettoyer tout ça. Alors d'où vient ce drôle de terme? À mon avis, certainement de France, puisque Genève y est encerclée. Il est évident que Lyon a eu plus d'influence sur le patois genevois que Freutreux-le-Brodesu dans le canton de Neuchâtel. Le mot patrigot est-il encore utilisé dans le monde rural? Plusieurs paysans genevois interrogés sur ce point n'ont pas pu se prononcer en raison de leur fort accent suisse-allemand.
Mais oui, même émigrés d'outre-Sarine, certains courageux ont toujours envie d'être paysans à Genève. Ils sont du reste encore appréciés pour leur production locale, leurs excellents crus et leurs belles terres à bâtir, terres agricoles, qui, une fois bétonnées, ne donneront évidemment plus de patrigot. Quoi qu'il en soit, le mot est une aberration. La preuve, il est masculin, alors que la langue française a systématiquement classé la boue, la fange, la vase, ainsi que leurs cohortes de synonymes régionaux, de la papoche à la diaphe, dans la catégorie des trucs de filles. Pas étonnant, dès qu'il y a des trucs à nettoyer. Quand on reprend une ferme et qu'on vit à plusieurs générations dans le même bâtiment, il y a toujours des frictions possibles entre les différentes générations. Parfois, autrefois, en tout cas, on était 3 ou 4 générations dans le même logement, des fois. Mais il y a une personne qui peut être très, très nuisible au bien-être du couple de paysans qui vient de reprendre la ferme, c'est la belle-mère. Je ne parle que de la situation agricole que je connais. Je ne sais pas si dans d'autres secteurs professionnels, c'est la même chose. Belle-mère, donc BM, et belle-fille, BF, ne sont pas nés pour s'entendre. Tout les sépare. Leur génération, leur style de vie, leurs aspirations, les aspirations des unes et les regrets des autres. La distance et les contacts restreints facilitent en général l'harmonie entre ces parentes involontaires. Moins on se voit et plus on s'apprécie. Sauf que dans l'agriculture, cela ne marche pas comme ça. BM et BF paysannes partagent le même toit. Elles se croisent plusieurs fois par jour, travaillent ensemble, s'observent, se jugent et entrent finalement dans une sorte de compétition impitoyable. Cette proximité forcée cause de grands drames. Dans le monde rural, des centaines de BF ont été méprisés par leur BM et vice-versa. Les raisons de cette animosité réciproque sont aussi nombreuses qu'indiscutables. Pour leurs aînés, les BF modernes ignorent tout du vrai papé au poireau. Elles ne savent pas s'occuper des géraniums, ni laver les boys à lait. Elles n'aident pas à trier les pommes de terre et ont peur des vaches. Et pire que tout, elles ont mis le grappin sur leur fils chéri, héritier du patrimoine familial, à qui elles soufflent des idées ridicules, comme de prendre des vacances, par exemple. Du point de vue de leur rival, les BM paysannes sont autoritaires, intransigeantes et sournoises. Avec un sourire entendu, elles critiquent la cuisson de leur confiture. Elles donnent des conseils condescendants sur la culture de la ciboulette. Elles embobinent les petits-enfants avec des bons desserts. Et en réalité, elles se refusent à remettre sans lutter leur sceptre de maîtresse de maison. La BF doit en permanence chercher sa place dans la ferme. Les relations deviennent alors si complexes qu'on ne sait plus si la jeune épouse s'efforce autant de réussir dans son rôle de paysanne pour plaire à son mari ou juste pour enfoncer sa belle-mère. Là, on va entrer dans un thème assez difficile à expliquer. Je sais pas si il faut être très pédagogue dans l'agriculture et je vais vous expliquer pourquoi. Dans les fermes, les réalités de la vie ne sont ni poétiques, ni suggérées, encore moins cachées. Elles sont directement visualisées. La maladie, la mort et la reproduction des animaux ne sont pas toujours programmées à des heures où les âmes sensibles sont endormies. Cette situation comporte des inconvénients. Les enfants, par exemple, ne manqueront jamais de se passionner pour les événements les plus intéressants de la vie agricole. À la clé, un festival de questions embarrassantes. Dis, maman, pourquoi le poulet court dans le pré sans la tête? Pourquoi l'étalon a une cinquième patte sous le ventre? Pourquoi la vache joue à saute-mouton avec sa copine? Pourquoi le veau, il est tout froid et tout plat? Puis un jour, imaginez la scène. Un inséminateur vient exercer sa noble profession dans votre élevage. Il est surpris par vos jeunes enfants en plein exercice de son art. Yeux ébahis, sourire gêné, arrive la question fatidique. Il fait quoi, le monsieur? Alors maintenant, débrouillez-vous, soyez pédagogue.
Pour s'en sortir, le paysan adulte et professionnel dispose de quelques stratégies possibles. D'abord, gifler les curieux et les envoyer au lit sans souper. Ça leur apprendra à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Conséquence, une fois grands, soit ils se drogueront, soit ils deviendront des tueurs en série. Dans tous les cas, ils vous gâcheront la vie. Il peut aussi leur répondre avec des mots compliqués et ennuyeux. Ce monsieur, mes chers petits, est un technicien qualifié chargé de pratiquer l'insémination artificielle bovine. Il est mandaté pour déposer une dose de semences préalablement prélevée et conditionnée, notamment avec des cryoprotecteurs dans les voies génitales de la vache à l'aide des instruments idoines. Après cela, si les importuns ne sont pas calmés, une gifle et au lit. Surtout, n'essayez pas de mentir en leur faisant croire qu'il s'agit d'un vétérinaire chargé de soigner une vache malade. Là, c'est avec la corporation des vétérinaires que vous risquez d'avoir des ennuis. Finalement, le mieux est de prendre une grande respiration et d'y aller tranquillement avec les bons mots. Ainsi, quand votre fille est née... Là, c'est une expérience que j'ai vécue, mais Cathy a voulu que je cite personne, surtout pas mes filles. Ainsi, quand votre fille est née, donc pensez à ma fille aînée, sera suffisamment grande pour assimiler certaines informations, elle pourra assister à la saillie d'une jument de votre étalon. Alors, tu vois, c'est comme ça que les mammifères font pour avoir des bébés, expliquerez-vous sérieusement et doctement. Elle réfléchira un moment, puis vous posera cette brillante question. À toi aussi, on a dû attacher les pattes arrière. Il est des moments avec les enfants où c'est utile de savoir jouer les idiots. Enfin, je crois que j'ai encore une. Encore une. L'habit de travail traditionnel du paysan s'appelle une salopette. N'en déplaise aux oreilles délicates, le mot est dérivé de... Il compte dans sa famille des vocables charmants comme salopio, salopé, saloperie, ami de l'élégance et de la poésie, ami de la Société des Arts de Genève, bonjour. En vieux français, salope signifiait simplement sale ou crasseux. Un habit qu'on mettait par-dessus ses vêtements et qu'on pouvait encrasser sans vergogne, c'est donc appelé immédiatement une salopette. En nouveau français, en revanche, la salope n'est pas lavable en machine. Comment appelait-on un paysan au Moyen-Âge? À cette époque, en fait, on ne l'appelait pas, on le sifflait. Mais quand il en parlait, le seigneur du château disait le vilain. Le brave laboureur devait ce surnom à sa saleté légendaire et à son vil mépris des canons de la mode. Son habit devait être pratique en été, chaud en hiver et solide en toute saison, peu lui importait la dernière tendance vestimentaire des salons vénitiens. Sauf quelques rares exceptions, le paysan du XXIe siècle n'est pas non plus une fashion victime. C'est pourquoi il ignore que l'habit emblématique de l'agriculture a fait son grand retour dans les défilés parisiens. Régulièrement, de grands couturiers tels Ralph Lauren, Jean-Paul Gaultier propulsent, et j'ouvre les guillemets, ce classique rustique sur le devant de la scène, je ferme les guillemets, dans des versions revisitées au chic soigneusement étudié. Les critiques de mode s'extasient alors devant l'audace et la classe de ces créateurs qui tentent, je dois le dire plutôt vainement, de rendre la salopette saillante pour les femmes. Même emballées de sacs en jute, les minces arpenteuses des podiums sembleraient bien habillées. Pas étonnant alors que la plus informe des salopettes le raille comme un gant. Au sein du commun des mortels, on se rassure en se disant que la haute couture n'est pas destinée à être portée dans la rue et encore moins dans les écuries. Maintenant qu'il en existe des modèles griffés qui coûtent un bras, on aurait des remords à embesaler, donc embesaler, enduire de beuse, cette indémodable, et je rouvre les guillemets, pièce chic du dress code des années 2000, je ferme les guillemets, pour reprendre les mots de la maison Yves Saint-Laurent. Les paysans, les ouvriers et certains artisans partagent la salopette avec deux autres catégories marginales de la population. Quelles sont-elles? 1, les clowns. 2, les femmes enceintes. Dans cette tenue, les uns, les clowns, essayent de faire rire, et les autres, les femmes enceintes, de faire pitié. Vêtue d'une salopette de travail, la paysanne, elle, réussit l'exploit d'inspirer ces deux sentiments à la fois. Encore, je sais pas, encore une où on a le temps ou...
Sont où les chefs? Allez, une dernière. Une sage. Une sage? Oh non, pas une sage. Elles sont toutes sages. Je ne sais que choisir. Allez, puisqu'on a parlé des hommes et des étalons, on va parler des femmes et des chèvres. Qui produit les œufs et le lait? Qui élève les veaux, les porcelets, les poulains? Bref, qui fait tout dans une exploitation agricole? Jusqu'à nouvel avis, ce sont ni les coqs, ni les béliers, ni leurs fainéants compères. Comme toujours, ce sont les femelles qui s'y collent. On constate que l'agriculture est restée en main masculine depuis bien trop longtemps. Même la langue française s'est mise du côté des mâles. Si l'on traite un homme d'étalon, de taureau ou de, entre guillemets, chaud lapin, il en sera flatté. En revanche, les noms féminins des animaux de la ferme ne sont de loin pas des compliments. Depuis des lustres, l'éleveur se sert à très mauvais escient des noms des courageuses bêtes, qui lui apportent à la fois prospérité, orgueil et développement. Pourtant, la chèvre, ainsi que ses braves consoeurs juments, vaches, poules, oies, forment la base, l'essentiel, voire le fleuron de la production animale d'une ferme. Elle constitue à la fois le prestige et le trésor de l'éleveur, alors pourquoi tant de haine? On rétorquera que les hommes sont parfois réduits au détour d'une conversation au rang de cochons, de dindons ou d'autres pigeons. La belle affaire, c'est nettement moins méchant que de traiter une représentante de la gente féminine de vache, de chèvre, de dinde, de truie, de rosse, de bique, de taupe, de chienne ou de bourrique. Le formulaire du recensement d'automne des exploitations agricoles suisses n'est en somme qu'un extrait du dictionnaire des insultes, un condensé allégorique des défauts féminins, une mère lapine, une oie blanche, une poule de luxe, une brebis galeuse, ne renvoient pas une image plaisante ni des bêtes qui prêtent leur nom, ni des femmes qui en sont affublées. Pourtant, un réflexe salutaire nous confirme que malgré leur aversion momentanée pour telle ou telle dame, les éleveurs respectent profondément leur cheptel. Car s'ils traitent leurs voisines de vieilles chèvres, ils se plaisent à ajouter toujours avec compassion. Et c'est pas sympa pour les chèvres. Merci beaucoup.